Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King hyper élégant en direct du MMA Factory. Comment ça se passe monsieur qui est sur tous les terrains désormais? Ça va bien, Guillaume. Moi, je vais bien. Effectivement, je suis ici à Rungis, Dragon Bleu, où je n'ai pas pu, comment dire, entre le moment de l'enregistrement et la fin de l'entraînement qu'il y avait de ce côté, plus les interviews qu'il y avait ici, je n'ai pas pu faire le retour chez moi. Donc, du coup, je fais l'émission d'ici. J'espère que tu m'entends bien, que tu me captes bien. Mais en tout cas, heureux de te retrouver, mon cher ami. Eh ben nickel du côté du son, vous voyez bien que Fernand est très occupé mais qu'il a toujours du temps pour nous. Alors on va commencer, on va parler de l'UFC 276. L'UFC 276, énorme hype, mais c'est vrai que c'est peut-être le pay-per-view qui est un petit peu déçu au regard des attentes qu'on avait, mais il y a un homme qui n'a pas déçu, il s'appelle Alex Pereira, il s'est imposé contre Sean Strickland. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette performance et de ce combat? Ouh, j'ai posté sur Twitter, c'est qui ce mec? En gros, il y a des gens qui se sont dit, bon, on ne connaît pas Alex Pereira, il faut qu'on lui explique. Mais c'était pour dire, mais comment il fait ça? Comment on arrive dans une nouvelle discipline et on arrive avec une assurance comme ça et on choque le monde comme ça? Alors, les mauvaises langues disent que Strickland est abusé et qu'il a été complètement naïf d'avancer comme ça sans garde devant l'un des plus bons strikers de l'UFC. C'était un suicide, c'était vraiment une mort écrite. Mais moi, je dis que ce jeune a quelque chose. Parce qu'un crochet, un seul crochet, il le fait tout le temps, on le sait qu'il le fait, il refait le même crochet, il couche tout le monde, il y a quelque chose. Et puis, même sur ses combats précédents, on sent qu'il a une ossature, un physique qui est très compliqué à bouger, très compliqué à faire tomber. On sent qu'il a, tu vois, ces réflexes qu'il y a certaines personnes qui ont, elles n'ont jamais fait de sol, mais elles ont une attitude où on sent que c'est pas facile de les amener au sol. Et mais ben voilà, je pense qu'il a ce truc où il y a des personnes qui sont solides sur les appuis, qui sont très compliquées et vraiment, je prédis un grand avenir enfin, à cette heure-ci. Prédire un grand avenir, ce n'est pas de la prédiction, quoi. Enfin, c'est quasiment celui qui aura un bel avenir. Donc, ce n'est même plus de l'ordre de la prédiction, c'est quelque chose de certain. Il n'a pas eu besoin de moi pour prédire ça, mais c'est sûr que là, je ne suis pas du tout en mode oh, c'est très tôt pour la ceinture. Je suis même, pour être honnête, très impressionné à ce qu'il fasse la ceinture. Parce que quand je vois la performance d'Adesanya qui était somme toute correcte, parce que je suis habitué à ce genre de performance, puisque mon gars sûr, Cyril, il est un peu ce genre de mec qui ne va pas avoir le knockout power tout de suite, mais qui va progressivement dominer son combat avec des valeurs justes, des valeurs qui vont faire qu'il gagne à coup sûr le combat. Quand je vois tout ça, je n'ai pas envie de dire que je suis déçu puisque techniquement j'ai apprécié ce qu'il a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que il a manqué le coup d'accélérateur qui peut faire qu'il fasse la différence et qu'on se dise bon, c'est très tôt pour Pereira. Non, si c'est ça, s'il y va à cette vitesse, alors Pereira peut le prendre maintenant parce que le véritable problème qu'ont des gens comme Cyril Gane et Adesanya, c'est que ce sont des personnes qui adaptent leur jeu à la difficulté qu'on leur donne. Vous avez vu, vous avez vu Adesanya gagner des combats dans des conditions incroyables contre des adversaires 2 fois plus durs. Whittaker, c'est un vrai problème pour la division. Mais il y a le moment où, l'instant sur lequel Adesanya met son KO à Whittaker, c'est improbable. Il défie la loi de la gravité. Il est sur son polygone de sustentation, ce fameux mot que mes amis aiment bien, sur lequel on aime bien se moquer de moi. Mais le principe de la biomécanique, c'est qu'un homme est en équilibre si son buste est au-dessus de son polygone de sustentation. Donc, la surface de ses deux jambes au sol. Et on a Adesanya qui sort son buste complètement en mode matrix du polygone de sustentation et qui va balancer un dernier crochet qui va aller, un dernier uppercut qui va coucher Whittaker. C'est parce qu'il a pris le risque
d'avancer un peu plus, de rester dans la boîte, de se mettre en danger et de mettre ce chaos-là. Ce risque-là, il a refusé de le prendre contre Canonnier. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ce combat-là de Whittaker nous dit juste qu'on a la manière la plus tranchante avec laquelle on peut gagner le combat de la part de Pereira, quand on a l'histoire qui les sépare. Il y a quelques années, il a mangé un KO retentissant, même si voilà, il a pris un KO contre Pereira. Moi, j'ai envie de dire, ce match, j'ai envie de le voir. C'est le match que j'ai envie de voir complètement. Parce que du coup, on a un mec qui est en flèche, qui est en train de monter. On a un autre mec qui est constant, pas mauvais, constant. Il gagne de manière juste son combat. Et tu as envie de dire, bon, j'ai envie de voir ce match. Donc, concrètement, j'ai été époustouflé par Pereira et j'ai été, comment dire, je n'ai pas été surpris par la performance de... J'ai pas envie d'utiliser le mot déçu parce que comme je dis encore, j'aime beaucoup ce que ces mecs font. J'apprends, moi en tant que coach, quand je veux apprendre les déplacements à quelqu'un, je lui apprends les déplacements en mode Adesanya. Parce que ce langage corporel qu'il a, qui est faussé, qui fait des feintes bizarres et qui te permet d'aller ailleurs pour qu'il revienne, ça c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est-à-dire que quand on vous parle de déplacement, quand on vous parle à la base de jeu de jambes, à la base, vous voyez Mohamed Ali. Vous savez comment Mohamed Ali bouge. Aujourd'hui, à date aujourd'hui, ça n'a pas son sens d'aller faire des jeux de jambes, ça a des sens de changer de direction, ça a des sens de prendre des déplacements en diagonale, ça a des sens de prendre des déplacements en Z. Voilà un peu ce dont on parle aujourd'hui. Donc voilà, je suis très impressionné par Pereira. Son parcours est sans faute. Il montre de la puissance, il montre du fight IQ, il montre un très bon choix de ses armes. J'ai apprécié le combat de Adesanya, mais comme d'habitude, je n'ai pas eu de gros mouvements de l'oscillographe, c'est plat. Et donc, du coup, j'ai envie de voir ce combat où, du coup, on pourra s'amuser. Et deux questions par rapport à ça. On va déjà commencer par ce fameux combat à l'expert Israël-Adesanya. Adesanya le veut, Pereira le veut. Pour toi, qu'est-ce que ça donnerait après ces deux premiers combats en kickboxing? Est-ce que toi tu te dis ça va être du kickboxing dans une cage, ou est-ce que tu penses qu'on va avoir du MMA à part entière entre les deux hommes, et surtout est-ce que l'issue sera différente des deux premiers? Si je me mets à la place des coachs d'Adesanya, ils vont vouloir faire du MMA. Pas forcément parce qu'ils ne devraient pas essayer de faire d'Adesanya un lutteur. Cependant, ce serait approprié de utiliser des feintes de la lutte à Adesanya pour modifier les règles de la boxe. En gros, s'ils vont sur les règles de la boxe, on aura un remake du premier match. Adesanya a une très bonne lecture de jeu. Adesanya lit plus la boxe que Pereira, mais Pereira frappe plus fort qu'Adesanya. Maintenant, si Adesanya essaye une seule amenée au sol, une tentative de takedown, échouer, peu importe, on s'en moque. Et qu'il peut imprimer dans le cerveau de Pereira, tiens, je vais t'amener au sol parce que j'ai peur de ta boxe. Alors, on a un Adesanya qui peut dominer en boxe parce que comme il va utiliser des préactions de la lutte, ça va modifier le système de défense d'Alex Pereira, qui est un système de défense prévu pour le kickboxing, et ça va le ramener dans une situation de forme de corps et de distance de MMA qui sera à l'avantage de comment il s'appelle Adesanya, puisque Adesanya aura un peu plus d'avantage en termes d'expérience que Alex Pereira. Et concernant Israël Adesanya, toi, il y a des gens là qui commencent à dire qu'il devient un petit peu plus ennuyeux, tout ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose que
tu observes et tu te dis effectivement, là on est dans une phase où il se contente de gérer pour obtenir la décision, ou c'est comme ce que tu as dit précédemment, où il va vraiment s'adapter en fonction du type d'adversaire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, Georges Saint-Pierre en tête, enfin quand ils étaient champions, il y a au bout d'un moment, ils se sont mis à un petit peu cruiser, plus que de se dire on va à chaque fois chercher la performance. Je le comprends tout à fait parce qu'encore, dépendamment des combats, on va aller chercher la décision ou la victoire sèche. Je pense qu'Adesanya, il s'est dit simplement, je suis champion, je suis dans mon confort et surtout, je me suis levé un mauvais jour. Ceux qui ont suivi l'interview d'Adesanya post-fight, il a dit que ceux qui l'entourent, ceux qui le connaissent, savent qu'il a passé un moment horrible avant le combat. Mais il ne veut pas rentrer là-dedans, il ne veut pas trouver d'excuses, mais il a passé un moment difficile. On sait aujourd'hui que la performance, elle est absolument dépendante de ces détails-là, de comment je me suis levé, de comment je me suis couché, est-ce que j'ai mal à la dernière minute quelque part et tout. Donc, je pense qu'il a eu une performance amoindrie par quelque chose de spécifique à ce combat. Mais moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur de Cyril Gane, qui a le même style qu'Adesanya, tous les jours, depuis quasiment 3 ans, je dis ça à Cyril. Viens, on améliore le truc. Viens, on avance un peu plus sur. Dès qu'on peut, dès qu'on étudie, dès qu'on s'entraîne, dès qu'on on boxe avec, par exemple, Derrick Lewis, c'est le parfait exemple. On boxe toucher sans être touché parce qu'il est extrêmement dangereux. On prend les informations en 90 secondes. Au bout de 90 secondes, tu te mets à aller chercher où il y a la faille. Le low kick en début de combat, il était proscrit contre Derrick Lewis, interdit. Le low kick devenait autorisé progressivement dans le fight. Quand on sent que la mobilité elle est réduite pour Derrick Lewis, quand on sent qu'il n'y a plus de répondant, quand on sent que Cyril Gane a pris toutes les informations de vitesse, de déplacement et de volonté à accélérer pour aller le rattraper, on commence à avancer dessus, on commence à rester dans la bouteille. Quand on sent qu'on a capté le bras arrière de Derrick Lewis, la trajectoire, à ce moment, on monte le coude pour se protéger la tête et on va rester dans la boîte pour contrer avec le bras arrière. Donc, grosso modo, ce que j'aimerais, c'est que sur ces styles-là, ces mecs-là, qui sont un peu comme Nick Diaz ou Ned Diaz, des diesel, qui vont plutôt vous amoindrir physiquement progressivement, j'aimerais qu'ils soient très à l'affût du moment où la faille se présente. Par exemple, il y a un moment donné, à Houston, Derrick Lewis trouve que Cyril est dans une posture compromettante pour lui. Il va courser Cyril, mais sauf qu'au bout de 2 pas, il va s'arrêter. C'est un signe extérieur d'extrême fatigue, ou en tout cas, comment dire, d'abandon à continuer à le chasser. Donc, à partir de ce moment, Cyril, quand il revient, il comprend que son adversaire a montré, il se met à accélérer jusqu'au moment où il trouve cette fameuse faille qui va faire qu'il va le finaliser. Voilà ce qui manque aujourd'hui et ce qui va faire qu'il soit exceptionnel. Les deux de leur côté, voilà exactement ce qui leur manque. Il leur manque un peu. Excusez-moi si je fais des signes bizarres et tout, je vois pas des fantômes. Il y a des gens qui, il y a des, je suis sur un lieu de passage et tout, et ma factory, et donc il y a du passage, mais voilà, je salue les gens qui me disent au revoir ou qui me disent bonjour, voilà. Mais en tout cas, voilà l'état d'esprit dans lequel je me pose quand je vois Adesanya. Adesanya, pour moi, en tout cas, reste quelqu'un de très jouissif à regarder. Je trouve sa boxe très belle. Je trouve sa non-boxe très belle. C'est que quand il ne boxe pas, ce qu'il utilise comme langage corporel pour ne pas boxer, c'est fascinant. Quand tu arrives au niveau où tu peux lire ces faux gestes qu'il fait pour ne pas boxer, c'est extraordinaire. Mais il faut maintenant, étant donné qu'il n'y a pas de knockout power, il faut accélérer à un moment donné pour que la succession d'informations fasse que le combat s'arrête. Et du coup, ça devient excitant parce que tu dis, ah, il prend des risques, ah, il prend des risques. Par exemple, je reprends l'exemple du combat avec Whittaker. Quand il reste dans la boîte avec Whittaker, les personnes qui suivent se disent, oh, mais non, fais pas ça, tu prends des risques.
Mais lui, il sait que ce sont des risques calculés. Parce qu'il sait que Whittaker est déjà fatigué, parce qu'il sait que Whittaker n'est plus lucide, alors il va aller rester dans la boîte et il va le coucher dans la boîte. C'est ce qui nous manque pour des acteurs, pour des combattants comme Sirigan et Adesanya. Passons maintenant au co-main event. Est-ce que tu avais déjà été témoin de ça, Fernand? Parce qu'il y avait eu la trilogie, je pense qu'on peut un tout petit peu la comparer, c'est la trilogie Junior Dos Santos contre Ken Velasquez, où il y avait eu le premier KO de Junior Dos Santos, et ensuite Ken Velasquez avait vraiment pris le dessus, mais là on a vraiment cette impression de premier combat, clairement pour Volkanovski, le deuxième où ça se dispute avec forcément les deux knockdowns de Max Holloway, et là, une performance d'Alexander Volkanovski. Personne n'a jamais fait ça à Max Holloway, tout simplement. Est-ce que toi, là, pour le coup, t'as été bluffé par ce qu'a fait Volkanovski? Et est-ce que, quand on parle de numéro 1 au pound for pound, Kamaru Usman, que t'apprécies particulièrement, tu commences à le mettre un peu en danger? Il a été impérial. Volkanovski a été impérial. C'est vraiment un grand, comme son surnom le dit. Il est très, très bon. Ce n'est pas Max Holloway qui était mauvais, mais Volkanovski est arrivé avec tout qui était bon. Ses intentions, son attitude, sa provocation, son exaspération. Il avait l'impression qu'on lui manque de respect. Il était extrêmement insolent dans le bon sens du terme. Quand il approchait le combat, dès le premier jab, d'habitude, les gens attendent la fin du deuxième round pour commencer à se chicaner. Dès le premier jab, il a dit, ah, t'as vu mon jab, t'as vu ça, comment ça se passe? Bah, là, je vais te mettre bien. Et en termes de vitesse, il a imposé une vitesse incroyable. Il a imposé un coup d'œil, un volume. Est-ce que vous vous rendez compte que Max Holloway a été battu en termes de volume de coups, de combo, d'accélération? Il a littéralement dominé Max Holloway sur tous les rounds. Partout, il a complètement dominé. Il a annihilé. C'est le mot, annihilé. C'est enlevé de l'existence, annihilé. Et oui, je pense que je ne serais pas choqué si on me disait que Volkanovski était pound for pound. Parce que Ousmane a eu un très violent KO par rapport à Masvidal, Masvidal, certes. Mais une telle domination sur un titre, c'est rare. C'est pas un combat terminé rapidement, genre je t'ai soumis vite fait ou je t'ai mis un KO. Non, c'est un combat dominé complètement sur le parcours. Et donc, je trouve ça exceptionnel. C'est magnifique. et pour toi, la Volkanovski, comment est-ce qu'on peut le battre? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque sortie, il est de plus en plus impressionnant. Je pense qu'on peut le battre si on a le game de Charles Oliveira. Bah voilà, donc c'était la question qui arrivait ensuite. Ok. C'est ça. Je pense que simplement, son move de vouloir aller chez les lightweight, c'est un bon move, mais pas tout de suite. Il est chaud en ce moment. Il faut laisser passer la tempête. Il faut laisser qu'il vieillisse un peu Charles Oliveira. Même le challenger est un problème. Même le challenger à 70, c'est un très... Comment tu fais pour le battre? Quand tu es Volkanovski, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Je pense que même si on sait que Volkanovski est un ancien light heavyweight qui joue au rugby, parce qu'il avait 95 kilos, mais non, c'est pas pareil. La longe va lui manquer, la complémentarité va lui manquer. Les gens dont on parle là sont extrêmement complémentaires. Charles Oliveira, il est très, très bon et très précis dans tous les domaines dont on vient de parler. Donc, pour pouvoir arriver à bout de Volkanovski, je pense qu'il faut juste être assez précis sur la boxe, comme de bronze, assez incisif sur les soumissions comme de bronze, parce que le nombre de fois ils sont arrivés au contact avec Max Holloway, mais Max Holloway ne va pas au contact pour soumettre. Il va au contact pour éventuellement te surprendre avec un takedown et ensuite il passe à autre chose.
Dobron, s'il met la main sur toi, il va chercher la soumission. Dobron, s'il te frappe, il va chercher le chaos. Et euh, je pense que ce n'est pas un bon plan pour Max de monter, pour Volkanovski de monter, d'autant plus qu'il n'a pas besoin de ça pour être en côte. Il peut, s'il continue à dominer de manière outrageuse ses adversaires, dans 2 combats, il est définitivement pas le faux point. Et concernant, tout le monde dit bonjour à Fernand Lopez, là c'est la folie. Et concernant Max Holloway, là, je crois que t'as jamais été dans une situation comme ça avec un de tes athlètes, mais est-ce que c'est pour toi horrible d'être dans une telle situation, à savoir, t'es quand même au-dessus de la concurrence dans ta catégorie, mais t'as 3 défaites face aux champions, et donc forcément t'es un peu dans une impasse. Bah, c'était prévisible. Quand tu vas sur Label, que tu as déjà 2-0 et tu vas sur Label, tu sais qu'après ça, c'est échec et mat. C'est ça le piège des matchs revanche. Quand tu as un combat qui s'est bien passé, le match revanche est toujours mauvais pour celui qui a perdu le premier match. Parce que en cas de défaite, tu reconfirmes une domination totale de l'autre côté et tu te retrouves dans une impasse où tu peux pas bouger, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quel combat prendre, tu sais plus quoi. Donc, c'était prévisible, ça. Son management le savait qu'en cas de défaite, c'était très compliqué. Là, aujourd'hui, c'est compliqué, mais ce qui est bien, c'est qu'on pourrait toujours créer quelque chose. On a besoin de personnes pour aller challenger Conor à 70 kilos. On a besoin de personnes qui sont à la fois vendeurs, mais pas forcément donc vendeuses, des personnes qui sont vendeuses, mais pas forcément très fortes. C'était le moment de ramener Max Holloway à 70 kilos pour qu'il croise Conor. Et ça ferait un beau match équilibré et avec un gros pay-per-view. C'est ça, ça ferait une belle revanche. Et pour Max Holloway d'ailleurs, est-ce que toi tu changerais quelque chose chez lui? Parce qu'on l'a vu encore, pas de knockdown, pas de KO pour Max Holloway, mais il a encore pris énormément de coups. Ça va finir par lui coûter cher. Est-ce que toi là, tu profiterais là du moment où il est aujourd'hui pour peut-être changer 2-3 trucs chez lui? Non, c'est trop tard. Il est en fin de carrière. Si tu prends du temps pour le changer, le temps qu'il adapte la nouvelle stratégie, il aura perdu les 2 prochains combats, le temps d'adaptation et ce sera fini. Autant le laisser faire son Max Holloway avec des personnes qui n'ont pas encore adapté le style Max Holloway. Parce que Volkanovski a su s'adapter au style Max Holloway. Il lui a apporté tellement de vitesse que l'autre n'avait même pas le temps de mettre les enchaînements et les combos qu'il met d'habitude. Parce que dès qu'il y avait contact, il y avait déjà une touche de la part de Volkanovski et tout le reste qui arrivait, c'était dans le vent. Parce que quand tu te manges un jab plein pot avec un aliment segmentaire parfait et que ta tête va en arrière, tu n'as plus envie de continuer ton combo, quoi. Tu es dégoûté. Donc, je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne se sont pas encore adaptées au style de Max Holloway. Il doit continuer à faire son Max Holloway pour gagner ses 2 prochains combats avec des mecs beaucoup moins forts. Et puis, ma foi, il reviendra. S'il n'est pas mis KO par Conor, il pourrait, euh, euh, mettre le double de frappe que Conor et le gagner à la décision parce qu'il met trop de frappes. C'est une possibilité, c'est de l'ordre du possible. En plus, il prendrait quelques kilos parce que quand il arrive aussi maigre qu'il a été là, c'est compliqué. On va passer maintenant, Fernand, aux questions. Vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe dans l'espace commentaire et on en sélectionne quelques-unes. Fernand n'a pas manqué ça puisqu'il l'a posté en story, donc c'est par rapport à ça, par rapport à l'invitation de Khabib Nurmagomedov. Donc c'est Supernan92 qui pose la question, une question pour notre cher King. Dans une dernière interview de Khabib, ce dernier a proposé à notre bon gamin national de venir s'entraîner au Daghestan, afin d'affûter ses techniques de lutte qui lui permettraient de décrocher une victoire dans une prochaine revanche face à Ngannou. Quel est ton avis sur cette proposition ? Très belle proposition. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi de savoir que Khabib nous invite à aller s'entraîner chez lui. C'est un plaisir déjà qu'il ait cette bienveillance auprès de Cyril Gane et c'est doublement un plaisir de penser à la team de Cyril Gane. Il y a peu de personnes qui ont le recul. Je trouve ça très mature et très intelligent de sa part de faire une pause quand on lui pose la question et de dire est-ce qu'il devrait venir chez nous
longtemps, oui, mais je ne veux pas dire qu'il doit abandonner sa team. Je veux qu'il vienne avec sa team. C'est un honneur, c'est un plaisir de cette petite remarque-là. Je pense que c'est un très bon conseil. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable. Là, on est concentré sur un camp d'entraînement qui est important, qui certes nécessite un peu de lutte parce qu'on sait que Monsieur Tai Tuivasa est un ancien rugbyman. Il sait de quoi il parle quand il parle de plaquage de rugby. Ce n'est pas de la lutte, mais ça fait tomber quand même. On n'est pas à l'abri d'avoir des plaquages de rugby de la part de Monsieur Tai Tuivasa. Et donc, du coup, on se prépare à lutter un peu avec lui, avec Bam Bam, mais pas à la même intensité que investir du temps pour aller au Daghestan. Donc, aujourd'hui, on ne va pas le faire tout de suite sur ce camp d'entraînement, mais c'est quelque chose qu'on garde dans le coin de la tête. On a des temps déjà qu'on descend. On a une grosse team qui va aller au Daghestan parce qu'on a beaucoup de Dagestanais autour de nous. On vit, on respire Daghestan et que ces Dagestanais-là nous sollicitent pour nous proposent d'aller visiter leur pays. Shamil, le poids lourd de l'UFC, Shamil, Abdouragimov, ouais. m'avait déjà proposé il y a très longtemps d'aller le visiter. Abdouragimov, de manière amicale, il m'avait proposé d'aller visiter les montagnes du Daghestan. Il m'envoie souvent des très belles photos du Daghestan, des vidéos, et il me montre un peu la plaine et tout, c'est très beau. Donc du coup, oui, je pense qu'à un moment donné, on va y aller, pas pour ce camp d'entraînement. Je suis très honoré par l'invitation. Cyril a beaucoup apprécié l'invitation. Voilà quoi. Ok, bah affaire à suivre en tout cas. Et dernière question d'Emile Benzigari. Fernand Lopez, comment expliquez-vous les 4 défaites consécutives d'Alan Bodo à l'UFC avec 3 parties KO? Alan est le sparring principal de Cyril Gane. Pourquoi cette différence de niveau? Donc voilà, la semaine dernière, on n'avait pas eu l'occasion de parler d'Alan qui sortait malheureusement d'une dernière défaite à l'UFC face à Josh Parisian, vétéran d'Ares. Donc Fernand, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement de ce combat-là, de l'état d'esprit d'Alan aujourd'hui, et puis de répondre à la question de monsieur Émile? Oui, Alan est déçu, comme moi je suis déçu, comme nous on est déçus. Benjamin est déçu, mais pas déçu de la performance en soi, déçu un peu comment dire, de la finalisation du combat, que de la direction qu'a pris le combat. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas de miracle. Alan, il y a des mecs qui vont à l'UFC, font un tour à l'UFC, ressortent de l'UFC. On n'est pas encore. Tiens, je n'ai pas reçu la lettre de libération de l'UFC. Je n'ai pas reçu le courrier me disant qu'Alan sortait du club USADA et donc ce qui signifie qu'il sort de l'UFC. Pour le moment, il y est et puis on va voir ce qu'ils vont décider. Je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, la réalité, elle est là, c'est que ça ne lui a pas réussi. Il a combattu, il a. Si on parle de sa performance, qui est de dire que la performance vis-à-vis de soi, c'est de partir d'un point A à un point B, moi, je suis satisfait de lui et il devrait être fier de lui. Voilà un jeune homme qui était obèse, quasiment un peu plus de 140 kilos, peut-être même quasiment 150 kilos, qui va au Japon, qui fait la cuisine, qui est un bon cuistot et qui découvre le sport de combat, le judo, il découvre le MMA au Japon. Et donc, du coup, de là, il commence à s'entraîner. Il va dans le club de Hayato Sakurai et puis il va faire le MMA en mode loisir dans un premier temps. Et puis, il s'y prend en jeu et tout seul, en se débrouillant tout seul, il va avoir une carrière de 7-0. 7 victoires, 0 défaite. Il revient, on va en Afrique du Sud pour faire le combat pour la ceinture à l'UFC. Il perd son combat, knockout, premier round, par un mec qui est maintenant à l'UFC, qui l'accueillit d'entrée de jeu alors que le début du combat était bien. OK. Et c'est là où prend le relais le management factory. Et c'est là où
nous devons être fiers aussi de ce qu'on a fait de ce côté, de se dire que c'est très facile pour nous de faire signer un gars comme de faire signer Cyril Gane à l'UFC à 2 combats. C'est un génie. C'est facile de le faire signer. Facile, c'est relatif. Hein. C'est facile de faire signer Francis Ngannou à l'UFC avec 6 combats. Parce qu'il est bon, Francis. C'est plus facile de faire signer un mec qui n'était pas prédisposé pour l'OMMA. Il n'était pas du tout prédisposé pour l'OMMA. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui assis sur votre canapé, vous me regardez, vous êtes là, vous consommez le MMA, vous avez 19 ans, vous êtes obèse, vous n'espérez jamais faire de sport, bah vous avez un rêve, vous regardez l'UFC, vous avez un rêve. Et le parcours qu'a fait Alan vous prouve juste, bougez-vous de votre canapé là tout de suite, allez à la salle de sport. Parce que c'est un rêve qu'il a accompli, c'est un rêve que moi j'ai accompli. Quand j'ai le contrat de ce jeune et qui va combattre à Abu Dhabi, peu importe ce que vous avez comme rêve, vous avez des meilleurs rêves que lui. Vous voulez avoir la ceinture de l'UFC, vous voulez avoir... Lui, il avait déjà ce rêve-là de faire du MMA, juste faire du MMA. Ensuite, le rêve a progressé d'être champion d'une organisation comme Ares. Ensuite, le rêve s'est concrétisé en signant à l'UFC. La question est celle, comment on fait pour signer un gars qui n'était pas prédisposé pour l'UFC à l'UFC? Il signe à l'UFC, il y va, il fait 4 combats, ça ne se passe pas bien. Sur son contrat, il avait 4 combats, il a fait 4 combats, il fait des beaux démarrages. C'est un coureur de 100 mètres qui a un mauvais finish. C'est un coureur de 100 mètres qui s'est décollé, bien guidé sa poitrine, avancé, il s'est griffé le sol, mais au finish, au moment où il faut mettre la poitrine pour passer la corde, il n'a pas ce truc pour faire le finish. Ben voilà, on va repartir sur les tableaux, il est encore jeune. Et puis voilà, si jamais il sortait de l'UFC, on le remettrait sur le marché asiatique, le One FC par exemple, ou le Rising, parce que là-bas, il a une culture japonaise, il parle japonais, et ça peut être bien pour lui. Il est connu là-bas. Et puis ce serait une seconde vie, un second round. S'il ne sort pas de l'UFC, parce qu'on ne sait jamais, des fois l'UFC, quand ils ont beaucoup investi sur un athlète, ils le reconduisent parce qu'ils se disent, tant qu'à faire, la télévision a déjà des images de lui, on va l'exploiter jusqu'au bout. Bah, si c'était le cas, on prendrait le combat et il continuera à combattre. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie de garder le négatif parce que le bout, c'est l'or. Parce que le bout, c'est la ceinture de l'UFC. Non, c'est pas pour tout le monde. Le bout, ce n'est pas ça pour tout le monde. Le message aussi qu'on veut faire passer, le message que nous, on doit véhiculer aussi, nous, les entraîneurs et les ambassadeurs du sport, c'est de se dire qu'on doit donner, on doit susciter cette lumière, cet espoir cette petite ampoule qui s'allume dans la tête des jeunes en disant, s'il l'a fait, je peux le faire. Et c'était un monsieur casual qui est devenu quelqu'un, qui est devenu un combattant de l'UFC. Il ne faut pas le regretter. Faut pas, moi, je ne le regrette pas une seule seconde de l'avoir signé à l'UFC. Pour être très honnête avec vous, c'est probablement ma signature dont je suis la plus fière en termes d'accomplissement, en termes de manager. En gros, c'est de commettre l'impossible. Quelqu'un qui arrive, qui vous fait confiance, qui vous dit, coach, j'ai un rêve, c'est un jour d'aller à l'UFC. Et vous voyez bien que vous en êtes loin. Parce qu'on n'est pas tous égaux, parce que je le dis sans complexe quand je suis à une interview, comme l'autre fois, je faisais une interview sur Bouscapa avec Cyril, je le dis sans complexe. À côté de lui, mon cerveau ne fonctionnait pas du tout en MMA et que j'étais médiocre en MMA et que lui, il était très bon. On n'est pas égaux, alors c'est pas un problème. De la même manière que sur l'entrepreneuriat ou sur d'autres choses, je suis beaucoup plus avancé que lui. On n'est pas égaux, on n'a pas besoin de... Le président Macron, il ne sait pas faire des clés de talons. Le président Macron, il ne fait pas des clés de bras, mais il est président de la République. Enfin, voilà. Il faut juste comprendre ça, que ce n'est pas nécessaire que nous tous on soit égaux. Moi, je suis fier de lui et je veux qu'il garde la tête haute. OK? Il est bien, mais je sens qu'il est affecté quand même. Mais je veux qu'il garde la tête haute parce qu'il a accompli quelque chose que moi, Fernand Lopez, j'ai pris ma retraite avec plus de combats qu'Alan Bodo. J'ai 20 combats professionnels. J'ai gagné officiellement sur les papiers. Ce qui a été enregistré, c'était 10 victoires, 7 défaites.
Et j'en suis fier parce que je les ai fait, ces combats. Je suis allé quelque part, je les ai fait, ces combats. J'ai eu 13 victoires au total, 3 qui ne sont pas comptées, mais dont je suis fier. Mais peu importe, c'était médiocre ce que j'ai fait. Mais à mon petit niveau, je suis déjà fier de ça, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de le faire qui ne l'ont pas fait. De la même manière, moi, j'ai rêvé d'aller à l'UFC un jour dans ma vie. J'ai, je, tu m'auras appelé, même maintenant, là, tout de suite, tu m'appelles, tu me dis, j'ai un combat pour toi à l'UFC demain, bah, j'y vais. Je ne calcule pas, j'y vais. Et donc, du coup, c'est une fierté pour moi de savoir qu'Alan y est parti. Il a combattu. Il est ressorti. Et alors, s'il ressort, c'est quoi le problème? Ça ne me gêne pas du tout. Je l'assume pleinement. Je suis très fier de lui. Je suis fier de sa famille qui l'a soutenu pendant très longtemps, alors qu'il passait tous ces moments difficiles et qui devait tout le temps remonter la pente, recommencer à combattre, repartir au front et de revenir en devant raconter une histoire parce que ta famille te pose toujours la question, tu étais si proche, tu étais prêt de gagner, comment ça se passe, pourquoi tu as lâché l'affaire, pourquoi tu n'as pas mis ce coup, pourquoi tu n'as pas mis ce supercut. Et il a toujours recommencé ça, toujours recommencé le processus, ça jamais lâché. Je profite pour saluer sa chérie, qui l'a accompagné pendant tout ce temps, qui est tout le temps à côté de lui. Et donc, du coup, je la remercie beaucoup parce que si elle n'était pas là et qu'elle n'organisait pas les choses et qu'elle ne nous aidait pas, on n'aurait pas fait ce petit parcours qu'on a fait. Et je suis fier d'elle, je suis fier de sa famille, mais sincèrement. Et donc, voilà, la question, c'est est-ce que Alan, qu'est-ce qui fait qu'on est 4 défaites? Bah, parce que la compétition, elle est forte, parce que c'est très fort. Je n'ai pas envie de. Les mecs qui gagnent à l'UFC, il faut les respecter. Quand Benoît Saint-Denis gagne à l'UFC, il faut le respecter. C'est très, très dur, l'UFC. C'est vraiment difficile, l'UFC. Quand Taylor Lapillus sort de l'UFC avec 3 victoires, il faut le respecter. C'est très, très difficile, l'UFC. Je ne m'y suis jamais rapproché de l'UFC et pourtant je gère une salle de sport. J'ai des personnes qui font et je ne m'y suis. Bon, je parle même pas de toi. Toi, tu t'es pas approché de l'UFC non plus, Guillaume. C'est pas une surprise. On est d'accord, mais tu t'es pas approché. Voilà, tu ne t'es pas approché de l'UFC alors que tu es le plus puissant média français, alors que tu es un très bon analyste et tout, alors que tu es un très bon commentateur. Donc aujourd'hui, je pense qu'Alan Boudou n'est pas à la rue. Alan Boudou est une salle de sport où tout le monde l'aime. Alan Boudou a plusieurs métiers qu'il sait faire. Il est plongé dans les NFT. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs ambassadeurs de MetaFight, qui est simplement la plus grosse plateforme de NFT en France aujourd'hui et même à l'international, l'une des plus grandes. Euh, il est cuistot encore, il continue à savoir cuisiner quand on voyage ensemble et tout. Même quand il combat, c'est lui qui nous fait à manger à tous et tout dans nos apparts et tout. Donc, je pense qu'il a fait une belle aventure. Il a une très belle carte de visite d'avoir fait un tour à l'UFC. Si ça s'arrête là, je ne serais pas déçu pour lui. Et je pense qu'il est comme moi, il accepte qu'on n'est pas bon dans tous les domaines et qu'il n'a pas été bon à l'UFC et qu'il sera bon sur autre chose. Probablement comme entraîneur, c'est aujourd'hui l'un des coachs les plus diplômés en France. Et il fait partie des coachs les plus diplômés en France. Je pense qu'il a passé là son diplôme d'état supérieur. Donc le mec est compétent, il a plein de choses qu'il peut faire autre que il est commentateur d'ailleurs avec toi sur Ares. Moi ça va, je suis content, je suis fier de lui. Et ben voilà, c'était le point sur le run d'Alan Bodo. Le King, merci beaucoup pour la disponibilité en tout temps. Whatever it takes, il est là pour le King Energy hebdomadaire. On est présent sur toutes les plateformes, vous le savez. Si vous nous regardez, bah vous êtes sur YouTube, mais c'est aussi sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Voilà, c'est toutes les semaines en audio, en vidéo. Si vous nous écoutez seulement, sachez que cette semaine, Monsieur Fernand Lopez était particulièrement élégant. Je sais pas si t'as un dernier mot à ajouter, Fernand, mais voilà, c'était un plaisir comme à chaque fois. Non, un mot à rajouter, non, à part celui de dire encore merci beaucoup à la majorité silencieuse. C'est pour ça qu'on se rend disponible, hein, parce que tu parles de moi, mais je sais que tu es très busy, que tu as beaucoup de projets, que tu travailles beaucoup. Mais on a créé
ce podcast qui est DJ pour un certain public et je n'ai pas envie de les abandonner, je n'ai pas envie de les lâcher. Euh, quand j'ai euh, quand j'ai un rendez-vous, je fais tout pour le faire le rendez-vous. Et là, aujourd'hui, c'était des conditions particulières, mais je me suis débrouillé parce que je me doutais que ça pourrait être compliqué. Je me suis débrouillé pour amener mon casque audio, je me suis connecté aux ordinateurs de la salle de sport et finalement, j'ai pu faire ça parce que je n'ai pas envie de les lâcher parce que je sais qu'ils ne nous lâchent pas. Quoi qu'il arrive, ils ne nous lâchent pas. Donc, encore, merci beaucoup. Merci pour les abonnements. Merci pour la cloche pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Comme ça, vous êtes alertés à chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo. Et puis, n'oubliez pas un commentaire. Ça fait toujours du bien. Ça fait progresser la chaîne. Et ben voilà, à la semaine prochaine. Merci.